Il veut révolutionner notre alimentation, il donne pour cela des conférences et a écrit un livre. Guillaume Corpart, bonjour. Bonjour. Quel est le titre de votre livre? Un cri pour la terre. Guillaume Corpart, qui vient nous présenter ce livre, Un cri pour la terre. Alors, c'est un peu une révolution, je dois avouer, ce livre et votre mode de pensée. Vous voulez tout révolutionner au niveau de l'alimentation. Si on parle de révolution, je pense qu'il faut d'abord rappeler que le XXIe siècle, c'est un petit peu le siècle où l'humanité a rendez-vous avec elle-même. Et si on parle de révolution, c'est une révolution des consciences, voire une révolution spirituelle dans notre rapport avec les animaux, dans notre rapport avec notre planète, l'environnement, dans notre rapport avec nous-mêmes. Parce que si on n'opère pas cette révolution, de toutes les manières, d'ici, je ne sais pas moi, c'est difficile de se projeter, mais d'ici 10, 15, 20, 30 ans, notre civilisation s'effondrera probablement parce que nous saccageons absolument tout. Le message que vous voulez dire, c'est que la Terre est à bout de souffle, en fait. On arrive aux frontières du possible. Voilà, alors on en entend beaucoup parler, hein. On parle de 6e extinction de masse, 70% des populations d'animaux sauvages qui ont été exterminées en un peu plus de 40 ans. On parle d'un réchauffement climatique qui va générer probablement des guerres. D'ici 20 à 30 ans, une grande partie de la planète sera inhabitable. On parle d'écosystèmes qui s'effondrent. On parle en tout 1000 milliards d'animaux qui sont tués pour notre consommation chaque année sur Terre. Alors là, vous parlez beaucoup des animaux parce que c'est vrai vous êtes dans la mouvance d'Émeric Caron, genre de choses. Alors, c'est vegan, c'est végétalien, c'est quoi le mot qu'il faut utiliser? Alors, je me méfie beaucoup des étiquettes, parce qu'il y a le vegan, le végétarisme, l'antispécisme, etc. Le but du jeu, c'est pas de s'enfermer dans des cases. Vous n'êtes pas un extrémiste, vous n'allez pas jeter du sang sur les boucheries, on est d'accord. Disons que c'est pas ma stratégie. Je préfère l'information, la pédagogie, etc. Si nous ne faisons pas l'effort, d'ailleurs, merci de m'inviter, mais d'informer tout un chacun le plus vite possible aujourd'hui pour se rendre compte de l'horreur que l'on fait vivre. On le sait bien aujourd'hui avec toutes les images qu'on voit aux animaux, que l'on élève pour faire mourir dans des conditions atroces. Parce que je vous rappelle tous, peut-être ce que l'on partage ici et avec les téléspectateurs, c'est qu'on a un cœur et que nous sommes des êtres de compassion. On peut s'aimer les uns les autres. On aime aussi nos animaux. On ne dormirait pas de la nuit. Quand notre chien, je finis juste, oui. Notre chat et notre chien est malade ou a disparu, et on fait vivre un enfer aux animaux dans les abattoirs. Et là, je parle pas de morale, je dis pas c'est bien, c'est mal, oui. Parce que. Mais en même temps, vous parlez de stérilisation. Est-ce que la stérilisation et limiter le nombre d'animaux, c'est pas très intrusif dans la nature? Est-ce que c'est pas l'homme du coup qui reprend totalement le contrôle de la nature, ce qui va à l'encontre de ce que vous voulez à la base? Je parle pas de stérilisation à la base. La seule fois où j'en parle, c'est pour expliquer l'imposture de la part des chasseurs, des lobbies de la chasse, dont ils font preuve quand ils parlent de régulation de la nature. Il faut savoir qu'on a détruit tous les prédateurs. Il y a certaines espèces qui sont dites invasives, mais qu'on nourrit. Ça s'appelle l'agrénage, notamment les marcassins pour avoir des parties de chasse pour tuer les sangliers. Et on dit qu'on régule la nature, sauf que si vraiment on voulait réguler certaines parties, parce qu'on a enlevé les prédateurs, certaines espèces qui sont dites invasives, il y aurait des campagnes de stérilisation possibles. Mais c'est dans ce cas de figure que j'en parle. Sinon, je pense que les animaux non humains, ils partagent quelque chose avec nous. Aujourd'hui, on le sait bien, l'éthologie nous le montre, etc. C'est qu'ils ont envie de vivre, ils ont envie de liberté. Or, enfermer des millions de bêtes, on manque énormément d'amour quand on fait ça. Vous voyez, je parle pas de morale, mais quand on voit des photos, par exemple, d'êtres humains qui font des câlins à des moutons, ce genre de choses, on se dit que la nature, on est très intrusif dans leur mode de vie. On peut pas rendre non plus des animaux végétariens ou voilà, parce que là, c'est vraiment recréer la nature. C'est un peu à l'encontre du discours de base, non? Je pense pas qu'on est là aujourd'hui pour changer le comportement des animaux, des autres animaux, mais nous, en tout cas, on est assez conscient et on a assez de cœur et on est assez intelligent, créatif et innovant pour se débarrasser de la souffrance dont on est responsable. Je pense que nous, on est des omnivores, donc on se contente très très bien, et d'ailleurs on est en bien meilleure santé, parce qu'il y a tout un chapitre santé, alimentation dans ce livre. On sait qu'on est en bien meilleure santé lorsqu'on mange végétal et qu'on se débarrasse de ce poison que sont les produits laitiers, cette surconsommation de carné. Mais après, comment on peut expliquer par exemple que on parle beaucoup avant les gens mangeaient mieux, c'était plus équilibré, ou ce genre de choses, il faut manger végétal, mais l'espérance de vie dans ce
ce monde occidental qui est décrit avec une médecine qui, soi-disant, nous tue, l'espérance de vie n'a jamais été aussi élevée. Le monde qu'on envie tellement, c'était quand même un monde où l'espérance de vie, elle était de 40 ans. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que d'abord, à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient, hein, donc ça faisait chuter énormément les espérances de vie. Mais aujourd'hui, on maintient des gens qui sont malades. Aujourd'hui, la maladie du siècle, c'est quand même le cancer, alors, avec le diabète, avec l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc. On sait que l'alimentation est en grande partie responsable de ces maladies, et que si on nous maintient en vie, hein, une population de morts-vivants, de malades toute la vie, mais à coup de chimie, on maintient cette espérance de vie plus longtemps. Mais dans quel état, hein? Le nombre de gens aujourd'hui qui ont le cancer explose, hein. C'est très impressionnant. Et ce que je veux dire, c'est que sans faire de morale, sans regarder froidement la situation, en n'ayant que des statistiques et que des chiffres, moi j'en appelle une chose qui est fondamentale, c'est le cœur. C'est notre capacité de compassion, c'est notre capacité d'amour, parce que là, on est quand même en train de parler d'une civilisation qui va probablement s'effondrer. On verra ça un peu plus tard, voilà, notamment en vidéo, puisque vous avez créé un film, des dessins animés. On découvrira ça un petit peu plus tard dans notre Stammtisch. Il est exactement 10h14 minutes et 7 secondes, si vous voulez. Nous allons parler maintenant d'un cri pour la terre, le livre de Guillaume Corpart, mais je vous propose tout de suite de découvrir un petit teaser qui concerne un de vos films, My Life is a Cage, où il y a notamment Camille Lacour qui a participé. On découvre tout de suite ce teaser. Love is at hand. Love is the end. Love is the reason. Love is one. Love is a key. Love is the game. Love is all. Love is the goal. Alors ça parle aux enfants, aux adultes, sans avoir besoin de montrer des images qui sont encore plus horribles, celles de la réalité, on l'a compris. Moi, j'ai une petite question par rapport aux gens qui mangent vegan, qui mangent végétal. On en a reçu énormément ici, parce qu'autour de ce Stammtisch, on s'interdit rien, on invite tout le monde. Souvent, ils viennent avec des produits qui sont végétaux, mais ils nous proposent des saucisses végétales, ils nous proposent du fromage végétal. Or, on n'a jamais vu une mère de famille, par exemple, qui a un enfant qui n'aime pas les légumes, créer un chou-fleur avec de la viande. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi, alors, il y a beaucoup de véganes qui veulent absolument transformer les légumes en viande, alors que personne ne transforme la viande en légumes. Il y a quelque chose quand même de paradoxal de défendre la nature et à ce point vouloir la changer. Alors, il y a deux écoles concernant l'alimentation. Moi, effectivement, je mange uniquement végétal et très très peu de simili-carné. C'est-à-dire que ce qui est favorable pour une très très bonne santé, c'est manger un maximum de légumes, de fruits, de produits non transformés, de bio évidemment, bio, et puis et beaucoup de composer des assiettes crues aussi. C'est manger vivant, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous donne l'énergie. Il y a, dans cette période de transition, peut-être la nécessité pour certains de retrouver un peu, ceux qui sont un peu nostalgiques, par exemple, du fromage. Il y en a des très très bons, hein, du fromage vegan, par exemple, à base de noix de cajou, hein, cru, qui ressemble à un camembert, etc. Mais ça, c'est transformé aussi. On est loin du produit brut. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. C'est pas très tout à fait. Mais non, mais en fait, c'est psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en transition, qui veulent moins contribuer à cet impact dramatique sur le réchauffement climatique, parce que la viande, c'est une des plus grandes pollutions, un des plus grands accélérateurs de ce réchauffement climatique, qui veulent cesser cette souffrance pour les animaux, qui veulent arriver à manger beaucoup plus sain, et donc en transition ont besoin d'avoir des saucisses végé, du fromage, on appelle ça du fromage, c'est un fromage végétal, etc. Mais ça peut aider la transition. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de véganes, etc., au fil des années, se débarrassent de ça et peuvent manger. Et après le bio, quand on voit cette culture intensive du bio, parce que j'ai encore vu quelque chose au Kenya où on montrait
mangerait des choux de Bruxelles ou ce genre de choses. Oui. Est-ce que c'est pas mieux aussi de manger tout simplement en circuit court? Est-ce que la folie du bio, c'est pas mieux de manger en circuit court et de manger des légumes qui sont produits chez nous? Mais évidemment, pour Et l'impact. surtout, on fait payer pour prouver qu'on est bio, alors qu'on ne fait pas payer les gens qui utilisent des pesticides. Et après, si on regarde aussi ce courant de pensée, justement, sur la fin du monde, ça existait déjà un peu avec le malthusianisme à l'époque, le grand banquet de la nature, on n'a rien inventé. Oui, mais là, il ne s'agit pas d'inventer ou pas. Là, on a un impact sur les écosystèmes et sur le dérèglement climatique qui est inédit. Aujourd'hui, si on en croit les chiffres de l'ONU, on arrivera en 2050 à peut-être 10 milliards d'êtres humains sur la planète. Et si chacun veut manger son steak, son bout de poulet ou son poisson, en 2050, il n'y aura plus de poissons dans les mers. Hein, c'est l'Amazonie, 80% de la déforestation amazonienne, c'est à cause de notre élevage parce qu'on n'a plus assez d'espace. Mais la transformation parce que moi, par exemple, le fromage, ça me culpabilise. La transformation de la noix de cajou qui pousse pas chez nous, qui est ramenée ici pour être transformée en fromage, en bilan carbone, à mon avis, ça doit être pire qu'un steak. Eh bien, dans ces cas-là, mangez super sain, faites les courses régulièrement, comme vous dites, tous les 2-3 jours, cuisinez à basse température, pas de micro-ondes, des légumes, des fruits, etc. Vous allez voir on va redécouvrir notre alimentation. En tous les cas, on vous conseille ce livre. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais il nous fait réfléchir et on se pose après plein de questions. Merci d'être venu. Un cri pour la terre, encore une idée de cadeau pour Noël et pour réfléchir beaucoup.